Bonjour à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs, bonjour à vous, installez-vous confortablement comme c'est le cas chaque matin sur notre antenne et merci à ceux et celles qui sont déjà connectés sur notre page Equinox Télévision et merci à ceux et celles qui au courant de l'émission, comme à l'accoutumée, nous laisserons encore de nombreuses réactions. Nous sommes en compagnie de Charlamagne Battu ce matin, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carole Zepet, ensemble unis pour la même mission puisque nous sommes en famille. Madame Michon vous accompagnera jusqu'à 12h avec, vous le savez, notre cœur. On va tout de suite vous dire, prenons l'histoire de ce matin, que nous signe Dominique Audrey Yengelek. J'aurais bien voulu vous aider, si ça ne vous dérange pas, madame. Ça va bien? Bonjour Michel. Très bien. J'ai vu que la main encore sur le col là. Oui. Je peux vous donner un coup de main, Oui, ça vous arrangerait? Bon, voilà. Ça ne me dérange pas. Bon, d'accord. On ne veut pas les pleurs après. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de Mais il n'y a, problème. y a pas de pleurs. Vous voulez que je ferme le dernier bouton? Oui, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. On le fait. Eh bien, bonjour à vous en même temps. Hein. C'est Dominique et puis on a une obligation justement à servir Dominique parce que elle compte énormément pour nous de toutes les façons. Voilà. Ça va bien comme ça, mademoiselle Yengelek? C'est bien. Merci Ça va infiniment. bien aussi. Ah ben, on essaie de faire ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique. Bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous présente le problème d'une dame. Elle est hyper perplexe, tendue et même en colère. Elle est mariée depuis quasiment une dizaine d'années et avec son mari, ils ont 4 enfants. Le problème de cette dame, c'est qu'elle vient de découvrir que son mari a reconnu l'enfant de sa sœur à son insu. Celui-ci ne lui a pas dit qu'il comptait être marqué le nom sur l'acte de sa sœur. Il faut mentionner que ce monsieur a 3 sœurs et 2 frères. La dernière sœur, âgée de 25 ans, se retrouve aujourd'hui avec 3 enfants de 3 pères différents. Les 2 premiers enfants, les papas les ont reconnus, mais le dernier n'a pas été reconnu parce que le père a décidé de fuir. Et ce grand frère, le mari de l'histoire, a donc décidé d'apposer son nom sur l'acte de ce dernier enfant comme étant le père de celui-ci. Donc sa femme est très courroucée et se pose la question de savoir pourquoi son mari a reconnu son neveu à son insu et comment ça va se passer puisque tous les deux mettent du sien de leur argent, des avoirs en termes d'héritage. Comment est-ce que ça va être reparti? Est-ce qu'il y a un texte, une note qui va mettre cet enfant, ce neveu de côté au moment du partage des biens entre leurs 4 enfants? J'ai encore très peur qu'on dise ce matin que c'est le moi qui est mis en avant. Oui, bon, c'est l'histoire de quelqu'un, donc logiquement, forcément, c'est elle. En tout cas, on le sait, dans nos sociétés, dans nos familles, il y a quelquefois eu ces erreurs-là où des parents ont choisi d'apposer leur nom sur l'acte de naissance, parfois de leur nièce ou encore de leur neveu. Parce que très souvent, les parents n'étaient pas présents, et bien, ils ne revenaient pas. Mais il faut bien sûr le dire, Isabelle Carole Zepet, je commençais vous ce matin sur ce sujet, c'est des pratiques qui ont eu une place au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comprendre ici que c'est dangereux, à votre avis? Si oui, pourquoi? Je ne crois pas que ce soit dangereux, c'est le frère de la fille en question, c'est-à-dire qu'il estime que sa sœur est en détresse et prend celui de reconnaître cet enfant. Ou est-ce que la dame en question voit le problème? Si monsieur avait fait un enfant en mariage, qu'elle se serait peut-être déshabillée, qu'elle aurait marché nue, qu'elle aurait crié sur tous les toits, qu'elle aurait fait ci, qu'elle aurait fait ça. Monsieur qui reconnaît l'enfant de sa sœur, à quel niveau ça pose problème? Moi personnellement, j'ai pas de problème contre ça. C'est lui qui reconnaît l'enfant, c'est lui qui décide d'assister l'enfant ou pas, parce qu'il n'a pas besoin, il ne souhaite pas que l'enfant se retrouve avec un acte vide où on écrive père inconnu ou quoi que ce soit. Il prend celui de reconnaître l'enfant. Tout se résume au niveau du dialogue. Dans un ménage, quand il n'y a pas de dialogue, sachez que rien ne va marcher. Parce que des choses aussi simples seront un scandale dans votre foyer. Or, des choses les plus compliquées ailleurs seront des choses qui vont passer inaperçues, qui ne vont pas susciter ou encore créer un séisme dans votre couple. Donc, je crois qu'il est question pour la dame de discuter avec le mari. Oui, monsieur a omis de vous le dire parce que je crois quand même qu'il était de bon ton que ce monsieur dise à madame, écoute, voici ce qui se passe. Je souhaiterais reconnaître l'enfant de ma petite soeur parce que l'auteur de sa grossesse est introuvable. Là, ça peut se faire. Mais maintenant, pour elle, de s'agiter, d'être confuse, de perdre le sommeil pour ça et tout, je dis, madame, c'est trop peu pour perdre le sommeil, c'est trop peu pour commencer à s'agiter ou à dire ci ou à dire ça. Gardez votre mal en patience.
causez avec votre mari pour savoir les raisons, encore que les raisons, elle sait même déjà. C'est-à-dire Mais la crainte de la dame ici, connues. Isabelle Carozopet, c'est qu'en réalité, si jamais l'homme venait à décéder, il y aurait forcément répartition de l'héritage. Est-ce que cet enfant, pour elle, pour la dame, puisqu'elle pose le problème, ne serait pas un problème? Est-ce que cet enfant-ci, pour reprendre son point de vue, ne pourrait pas dire plus tard, j'aurais bien voulu m'impliquer dans cette histoire parce que voilà, je fais partie des enfants de papa. Non, je ne crois pas qu'elle est assez guettée à ce niveau-là. Parce que monsieur, monsieur fait savoir qu'il a reconnu l'enfant de sa sœur. Vous ne savez pas combien d'enfants cet homme a dehors. Est-ce qu'on est d'accord au moins sur le principe? On est d'accord, oui. Vous ne savez pas si votre mari a des enfants qu'il a eu hors mariage ou pas. Peut-être qu'il a 5 enfants là-bas qu'il a reconnus, à qui il a même déjà donné des avoirs et tout. Vous n'êtes pas au courant de ça. Je dis, il y a des choses qu'il faut simplifier. Pour avoir une vie paisible, il faut simplifier certaines choses. Parce que si monsieur a 5 enfants, il arrive qu'il décède, les 5 enfants qui refont surface, vous les découvrez. Vous voyez, c'est-à-dire que la ressemblance qui saute à l'œil, l'acte de naissance qui est là posé, vous allez faire quoi? Vous serez impuissante, incapable. Vous allez vous dire, à quel moment il a pu avoir ses enfants, lui qui était toujours présent, lui qui me disait toujours je t'aime, lui qui était toujours à la maison après le boulot et tout. Vous voyez que vous allez vous retrouver dans une sphère où vous n'allez pas trouver de réponse. Donc je dis, le fait est fait, c'est sa sœur. Au moins c'est sa sœur, c'est pas une rivale, c'est sa sœur. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de pouvoir en parler avec monsieur et lui dire, voilà ce que tu as fait, est-ce que tu es conscient des dangers auxquels on s'expose par rapport à l'enfant que tu as reconnu, et à lui de vous répondre, ne t'inquiète pas, j'ai pris des mesures pour ça. Sachez que des hommes également réfléchissent, ils se vont lever un matin et décider de reconnaître l'enfant de sa sœur. Donc, qu'ils en parlent. Moi, je dis ça, c'est au niveau du dialogue. D'accord. Qu'ils en parlent, et je crois qu'ils pourront résoudre rapidement ce problème. Pour Isabelle Carozopet, justement, ce matin, elle résume cela, ou du moins elle résoudrait ce fait autour du dialogue entre l'homme et la femme. Mais il y a quand même que Charlemagne battu sur la question, véritablement, on a envie de se dire, il y a problème, oui, à quel niveau? Et si oui, il y a problème, comment le résoudre? Honnêtement, M. Michel Ngatou, je n'ai pas envie de répondre à cette... j'ai pas envie de lui répondre parce que le sujet a été mal posé. Le problème a été mal posé. Voilà. Elle pose le problème en termes de bien. S'il vient à décéder, son héritage est monté, c'est descendu. Donc ce qui l'intéresse, c'est plus les biens qu'elle va hériter que la situation qui est actuellement en train de se poser. Elle qu'elle saute la mort de son mari. Qu'est-ce qu'il dit que monsieur va mourir avant qu'elle... À ce niveau, le problème est mal posé. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont ce problème. Elles ne savent pas poser le problème. Lorsque vous demandez à une femme, digression, madame, tu es rentrée à 18h, pourquoi? Au lieu qu'elle vous réponde, elle dit, quand toi tu rentres souvent à 3h, viens parler. Vous voyez, ça donne lieu à autre chose parce que les problèmes sont mal posés. Monsieur Michel Ngatou, dans les années 70 à 90, avant qu'on enlève le sigle PNDP non déclaré, tous les enfants qui naissaient dans la maison du père portaient le nom du père. Obligatoirement, ils portaient le nom du père. On refusait, si le gars ou la famille n'était pas venu se présenter, demander la mère, on refusait de donner le nom du père. Beaucoup d'enfants portent le nom de leur grand-père aujourd'hui comme étant leur père. Pourtant, ce n'est pas leur père. Est-ce que cela, au niveau du décès, au moment du décès, faisait d'eux des héritiers du papa? Non. Parce que la situation était connue, la situation était discutée, la situation était présentée à la famille. Est-ce que dans les circonstances actuelles, le mari de cette femme qui pose le problème est le successeur de la famille? Là, c'est ce qu'on ignore. Est-ce qu'il est le père ou le chef de famille? Question. Parce que dans des familles, on n'aime pas mettre des noms de personnes qu'on ne connaît pas. Ouais. Il faut bien connaître le nom, connaître la personne, poser une image, poser des valeurs sur le visage, physionomie, pour pouvoir donner le nom. Parce qu'il y a des noms, lorsqu'ils entrent dans votre famille, ils entrent avec le vampirisme, la sorcellerie. Vous avez des noms que ça entre dans votre famille. On arrive à ce niveau, Charlemagne. Oui, monsieur Michel. Moi, je veux bien comprendre. Le nom est extrêmement dangereux. Il y a des familles où il y a un nom qu'on a tué, qu'on a décidé que plus jamais ce nom ne reviendra dans notre famille, parce que tous ceux qui ont porté ce nom ont eu des attitudes, des comportements bizarres.
Bisaouen, monsieur Michel Nacho, attention. Donc, est-ce qu'on est dans cette circonstance où le gars n'a pas venu, ne sait pas prononcer, le gars ne sort pas, le père de famille étant son mari dit d'accord, je prends mes responsabilités, mettez le nom de l'enfant sur le mien. Voilà. Mais elle pose un problème. Oui, vous l'avez très bien dit, elle pose un problème en termes d'héritage. Mais vous essayez de nous faire savoir que ça se négocie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ça, monsieur Mbadi? Monsieur Michel Nacho, ça ne concerne pas la femme. Dans un premier temps, ça ne la concerne pas. C'est une affaire de famille. Ouais. C'est une affaire de principe. Lorsque ma famille s'assied pour discuter, mes femmes ne sont pas là. Lorsqu'on va discuter en famille, mes femmes ne sont pas là. Parfait. C'est moi qui reviens et trouve la circonstance à travers laquelle je peux ou je dois informer, parce qu'il y a des informations que vous pouvez et des informations que vous devez absolument donner, monsieur Michel Nacho. Là, on peut trouver le bon moment et le tact pour pouvoir l'expliquer à la femme. Qu'est-ce que la femme allait chercher dans le sac de son mari pour se rendre compte qu'il a donné le nom? Elle a fouillé. Elle a fouillé le sac de... Elle a fouillé. Non, oui, elle faisait le ménage. Le sac s'est ouvert. En voulant fermer, c'est tombé. En tombant, elle a voulu ramasser. Elle a vu. On connaît le film. Merci. Donc, monsieur Michel Nacho, voilà une femme même qui doute de son mari. Donc, je pense que l'intention, ce n'est pas mauvaise. Je rejoins Isabelle Carole, ce n'est pas mauvais. Donc, il faut un dialogue simplement. Oui, qu'elle se taise. Mais il va falloir dire, bon, Bengan Kandji, que aujourd'hui, au Cameroun, c'est interdit. C'est proscrit d'apposer son nom sur l'acte de naissance d'un enfant alors que vous n'êtes pas le père légitime de cet enfant-là. Ceci peut vous valoir une poursuite judiciaire. On accepte. Pardon? On accepte. La loi évolue par les crises. L'histoire évolue par les crises. On accepte. On accepte ça? Oui. Non, mais pourquoi vous acceptez? Nous dans la base des expériences aussi, hein, bon, Bengan. Mais attendez. Bon, si cette femme meurt et les enfants et ses enfants avant, elle n'a pas imaginé cette formule-là. J'ai envie de consulter rapidement un monsieur à la mairie de Yaoundé 2e, monsieur Nga, qui est officier d'état civil là-bas, et qui a pris le temps en permanence de faire des exposés sur la question. Hein. Mais on a fait des exposés. Jésus lui-même a dit, je reviens bientôt, ça a plus de 2000 ans. Non. Sont sérieux? Non. Les lois de la République du Cameroun n'obéissent pas aux us, aux coutumes de nos traditions, n'obéissent à rien. Donc moi, rien. Aujourd'hui, les lois disent que vous pouvez estimer que la dot est exagérée, vous portez plainte contre votre beau-père et épouser sa fille. Bon, vous appliquez ça, non, c'est dans la loi. Donc un cas vient dire, non, je ne peux pas, j'estime, il porte plainte, il met son beau-père en prison et il épouse sa fille. Vous appelez ça loi? Oui, parce que ça a été voté à l'Assemblée nationale et tout. Moi, je ne l'applique pas. Tu portes plainte contre moi parce que tu estimes que la dot, tu ne prends pas ma fille. Je ne prends pas ma fille. Ma fille s'endette à aller, je la maudis. Oui, absolument. Donc, c'est assez fort quand même ça. Non, c'est pas assez fort. Hein? On doit, pour cette femme, c'est une mauvaise femme. C'est une très très mauvaise femme. Elle n'est pas venue en mariage, elle n'a pas intégré la famille qu'il a épousée. Elle dit bien que cette belle-sœur-là, deux de ses amants ont reconnu leurs enfants. Ça veut dire qu'elle est dans une famille où peut-être on a exigé, il y a un certain code de conduite où chaque enfant doit avoir une vie de famille à peu près normale. Oui. Ça veut dire qu'elle n'avait pas validé ça. Et elle était d'ailleurs au courant que son mari allait adopter cet enfant. Et quand on était à la recherche, elle vient nous, ma fille, on ne le dit pas, mais moi je dis, tu mens, tu n'as pas intégré cette famille. Je te dis, toi qui poses le problème. C'est pas comme ça. Je le dis, si j'ai l'autorité morale de le lui dire, tu es ma fille. Tu savais bien. Tu as vu le processus d'adoption des deux premiers enfants de ta belle-sœur. Et tu savais justement qu'il y avait une autre procédure pour celui-ci, pour le dernier. Maintenant, le problème, c'est que cet enfant vient prendre la richesse de tes propres enfants. Ce sont tes enfants. Tu n'as fait que porter. Ce ne sont pas tes enfants. L'enfant est d'abord l'enfant du père. Et justement, première chose, lorsqu'une fille accouche avant d'aller en mariage, cet enfant est l'enfant du père de la fille. Maintenant, ça dépend des familles. Les filles, pour certaines familles,
dans le partage de l'héritage sont souvent rattachées à certains garçons. Est-ce que cette fille, ta belle-sœur là, n'est pas rattachée à ton mari dans le partage là-bas? Tu ne nous dis rien et tu fais exprès de ne rien nous dire. Non, mais elle peut aussi être ignorante sur la question. Voilà, mais si elle est ignorante, ça veut dire qu'elle n'est donc pas allée en mariage. Elle est allée parce qu'elle visait les biens, elle a regardé, si elle a regardé ça, dit je vais faire 3 enfants, mes enfants auront ci, auront ça. C'est quoi, quelle histoire ça? Très bien. Donc, justement, Donc, le conseil que vous lui donnez, c'est quoi, Bonbon? qu'elle se taise. Et d'abord, de lui dire que son enfant, son mari aura encore d'autres enfants qu'elle n'a pas encore vus. Il y aura d'autres qui viendront que tu n'as pas encore vus. Vous allez... Donc attends-toi. Oui, il y a ça, vous êtes absolument. choquant ce matin, bon Ben. Absolument, parce que justement, Vous êtes son une message campagne. est choquant. Il n'y a de richesse que d'hommes. Lorsque je me retrouve avec une femme qui ne connaît pas ce qu'on appelle la richesse, pour elle, la richesse, c'est le compte bancaire, c'est le nombre d'hectares de terrain que son mari a laissé et tout. Et parce qu'elle imagine qu'elle sera une veuve joyeuse, et ça veut dire que son mari va mourir avant elle. Voilà, et vous me dites que d'être comment? On poursuit, Dominique Audin. D'accord, je vous en prie. Merci beaucoup, mon Bengam, pour cette analyse ce matin. Non, on va prendre... Juste à la suite de moi, c'est le cas d'un maire à Bafoussam, Oui. qui a vécu, à la dernière minute, s'est rendu compte que de tous ses enfants qu'il avait élevés, aucun n'était à mesure d'assumer sa relève. Après lui, il a donné la succession à son neveu. Ça, c'est autre chose. De manière... Non, je dis, ça arrive. Non, mais ça, Ça, c'est autre oui, chose. Non, c'est pas autre chose. une question liée à la succession. Non, je dis, jamais. il a donné... Mais c'est de ça que Donc, il peut ne même pas le faire. Merci. Et il se rend compte que ses enfants Alors, ne méritent pas. il y a justement dans nos us et coutumes, et d'ailleurs on nous le rappelle, hein, dans nos familles, on dit aux garçons très souvent, ton vrai enfant, c'est l'enfant de ta sœur. C'est ce qu'on dit très souvent aux garçons, que ton vrai enfant, c'est l'enfant de ta sœur. Et on dit que le garçon va agrandir la famille de la fille avec qui il va se marier, ou bien il vit en réalité. Alors, dans le cas d'espèce de Dominique Audrey, oui, il a posé son nom sur l'acte de naissance de l'enfant. Oui, la loi l'interdit au Cameroun. Mais il faut, d'une certaine manière, protéger l'enfant. Parce qu'il faut rappeler ici, vous me permettez, je te fais le trait d'union, c'est que le père de l'enfant pourra revenir plus tard. Et si le père de l'enfant se rend compte que un autre nom a été posé sur l'acte de naissance de l'enfant, il a les garanties légales de vous poursuivre devant les tribunaux pour faux et usage de faux. il Voilà. peut aussi... Par exemple, il il pourrait. peut aussi perdre le procès. Comment on peut aussi le poursuivre, hein? Voilà. Il a abandonné Il cet a enfant. abandonné Il cet a enfant. abandonné, Il a il est le abandonné père de cet l'enfant. Il est venu On peut reconnaître le l'enfant. poursuivre à quel âge? 50 ans, Il y a une 20 ans, limite. 30 ans, est-ce qu'il y a une limite vraiment à ça? Mais si vous venez, vous trouvez que la seule chose que je dirais à cet homme qui a reconnu son neveu procède à un rituel de légitimation de cet enfant. Ce n'est pas son enfant. Procède à ce rituel de légitimation de cet enfant qui devient le tien. On ne peut pas dire que c'est Là, pas son on enfant. On ira, peut pas dire que c'est mais pas son enfant, absolument. Dominique Audrey. Génétiquement, ce n'est pas son enfant. On est d'accord. Pourquoi Oui. on va enlever le droit à son père de revenir quand il va reprendre ses esprits plus tard? Parce que le rituel dont Bonbon parle, il en parle ici tous les jours. Le rituel qui fait d'un enfant qui n'est pas génétiquement le vôtre. Oui. S'il le fait, ça veut dire qu'il rompt totalement et complètement les liens avec le géniteur de Absolument. cet enfant. Oui. Donc, il ne devrait pas le faire parce qu'il n'est pas le père de cet enfant. Il va le faire. Je dis ici tous les jours que être père, ce n'est pas simplement avoir donné de sa semence. Être le père d'un enfant, ce n'est pas simplement avoir l'acte, détenir l'acte de naissance de cet enfant. On est le père d'un enfant de par ce qu'on lui inculque comme valeur, de ce qu'on lui donne comme éducation. Parce que le géniteur de cet enfant peut être là. Et vous, l'oncle, vous êtes également présent dans la vie de cet enfant. Et demain, il vous dit, j'avais un géniteur et j'avais un père. D'accord. Un père, c'est beaucoup plus que le papier ou bien l'argent que vous donnez à cet enfant. Les craintes de cette femme sont légitimes. On va vous dire qu'avant, il n'y avait pas de crainte quant au partage de ci ou bien de ça. Mais cette femme, si elle s'inquiète aujourd'hui, c'est parce qu'elle participe à la collecte, à la formation, à la construction de l'héritage de son mari et elle pour leurs 4 enfants demain.
Donc, si votre mari prend sur lui d'aller reconnaître un enfant qui devient automatiquement actionnaire dans cet héritage, c'est normal qu'elle a le droit de savoir. Non, l'enfant s'est reconnu de tous que ce n'est pas l'enfant du père. Mais sauf que... C'est l'enfant de la petite soeur de papa. Ouais, Michel. Maintenant, cet enfant, son père n'est pas là. Oui. Et le père ne veut pas que l'enfant s'égare et y appose son nom. Regardez. Et c'est des ententes qu'il y a en famille. Oui, sauf que dès le moment où cet enfant se présente devant une juridiction et dit voilà, cet homme est mon père. La preuve, il a posé son nom sur mon acte. Automatiquement, il peut avoir accès, il doit avoir accès au bien de cet homme. Est-ce que c'est faux? Non. C'est pour ça que cette femme se plaint. Si ça avait été, on l'avait considérée comme membre de cette famille, elle n'aurait pas été exclue de ce processus. C'est elle qui s'est exclue. Elle n'aurait pas été exclue de ce processus et son mari lui aurait dit voilà, regarde par exemple ma soeur, disons Nanou. Tu sais que Nanou est un peu dépravée et chaque fois qu'un homme la touche, elle tombe enceinte et tout. Voilà. Et pour que cet enfant, vraiment, je voudrais qu'on reconnaisse cet enfant et qu'on le prenne même complètement pour que les deux autres puissent se battre et tout. Votre femme pourrait émettre des réserves. Elle pourrait émettre des avis. Pour vous, Dominique Audrey, comme la dame d'ailleurs, la crainte, c'est au niveau, dans la mesure possible, entre guillemets, le partage des biens. D'avoir une maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il faut protéger cet enfant-là? Il faut le protéger. Est-ce que pour le protéger, on a besoin de lui donner le nom? Oui. Non. On a besoin de donner un statut. C'est pas l'enfant de la rue. Donnez-moi la maternité où la rue a accouché. Il aurait pu donner une éducation de valeur à sa sœur pour qu'elle ne tombe pas enceinte n'importe comment avec trois pères différents, par exemple. Mais aussi à sa femme, qui ne sait pas que la rue n'a de richesse que d'homme. Sa femme est moins éduquée, moins... Monsieur Michel Natou, nous sauf que moi, avons des j'ai pas familles... fini. Non, elle va chuter, le temps de chuter. Donc, ce que je veux dire, c'est que ici, si cette femme, elle sent qu'elle est en insécurité, qu'elle commence par diviser déjà ce qu'elle a et son mari par 5, en attendant les potentiels enfants qu'on pourrait encourager son mari à avoir demain. Ça, c'est de la guerre. Et maintenant, on rentre dans une guerre là, Dominique Audrey. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allons-y. Je n'ai pas fini. Allons-y. Chaque fois qu'on va me sauter dessus sans que je n'ai pu aller jusqu'au bout, il y aura toujours des malentendus. Michel, qu'elle arrête simplement de mettre du sien dans cette collecte-là. Tant que le problème n'est pas résolu, même si vous avez 200 000 et que c'était dans le compte commun, c'est déjà fait. C'était déjà là avant. Oui. Maintenant que son mari a décidé de lui imposer ça comme ça, de lui plaquer cela au visage, qu'elle ne donne plus du sien dans cette collecte. Maintenant, si elle va acheter quelque chose, qu'elle mette au nom de sa mère. Ah ben là j'ai bien peur de la division. Isabelle Caron n'est pas d'accord avec vous. Je crois que là on est mal barré. On fonce droit vers un mur. Oui. On fonce droit vers un mur parce que c'est pas de cette façon. Vous savez, l'homme peut arriver avec un tempérament, dire n'importe quoi, mais il faut avoir un peu de tact pour pouvoir s'adresser parce que vous connaissez les enjeux. C'est ça qu'il est question. C'est pas un signe de faiblesse de pouvoir l'écouter et de réagir par la suite. C'est pas une faiblesse, mais parce que vous savez tout ce qu'il y a autour. Il y a un environnement qu'il faut quand même sauvegarder. Par conséquent, il y a l'approche qui est extrêmement importante. Je l'ai dit dans les propos, certes, l'homme a péché parce qu'il n'a pas dit à sa femme, écoute chérie, voici ce que je vais faire. Mais moi je dis, il n'y a pas mort d'homme. Cet homme n'a pas trompé sa femme. Il n'y a pas infidélité. Il n'y a pas irresponsabilité de la part de l'homme. Pourquoi la femme ne regarde que les biens? Est-ce qu'elle est sûre de ce que son mari va décéder avant qu'elle? Elle est sûre de ça? Est-ce qu'il y a une boule de cristal dans laquelle on sait qui ira avant l'autre? On ne meurt pas en fonction de la même façon avec laquelle on est né. Même si l'espérance de vie dit qu'au Cameroun, la femme vit 55 ans. Ce n'est plus par rapport à l'espérance de vie qu'on décède aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'elle essaye de recadrer le débat et de dire là où est son problème. Encore que elle ne sait pas si les enfants qu'elle a sont les seuls enfants que son mari a. C'est aussi notre problème. Elle a déjà dit que c'est les biens matériels. Petite transition. Charles Amel nous a présenté le cas d'une famille propriétaire d'une agence dont le neveu est venu tout prendre, jusqu'à tout prendre même à la tante. Là-bas, il n'avait pas été reconnu, il n'avait pas de nom. Non. Il travaille sur la il n'est pas neveu, il est son enfant. Celui-ci, c'est pas son neveu, c'est son enfant. Permettez-moi de m'exprimer. Non, vous ne pouvez pas. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Non, on est d'accord. C'est son enfant. Il y a Charles qui veut rebondir rapidement et on se le sujet, s'il vous plaît. Le premier point, vous avez aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont allés en héros. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont allés en héros. Oui. C'est moi qui le permettez, Dominique Audrey, ok? On sort les organes. On reste focus. Que le frère, on a affaire. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés en héros
que le premier tonton qui a réussi à traverser l'océan, il est arrivé, il a reconnu tous les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs, comme ses enfants, reconnaissance familiale, vous appelez ça quoi, regroupement familial, ouais. Il les a tous fait monter, M. Michel Ngacho a inscrit avec leur nom. Vous le savez. Effectivement. Vous avez des frères qui sont allés parce qu'il fallait absolument que la sœur voyage. La sœur n'étant pas mariée, on a fabriqué des faux mariages où le frère a épousé la sœur, M. Michel Ngacho, parce qu'ils avaient le même nom pour faire voyager la sœur. Il y a des configurations qui sont posées. Et est-ce pour autant que la personne viendra s'arroger les biens? Le problème était mal posé, M. Michel Ngacho. Ça a été mal posé. Moi, je m'arrête là, juste pour dire que cette femme, elle a juste mis les charrues avant les bœufs. Elle n'est pas dans l'encadrement de l'être humain. Elle est à la recherche des biens. On a vu au Cameroun l'association des veuves joyeuses. Elle veut en faire partie. Merci à vous. Merci infiniment Isabelle, Charlamel, Bombok et Dominique Audrey. En même temps, ça fait débat de toutes les façons. C'est parce que vous, également qui nous regardez ce matin, ce à quoi vous pensez en réalité. Si vous étiez impliqué dans un fait comme celui-là, comment solutionnerez-vous justement la situation? Ben messieurs, est-ce que vous trouvez quand même raisonnable d'apposer votre nom sur l'acte de naissance de votre neveu qui vient de naître là, ou votre nièce, parce que il faut la garder? Chalamé d'accord, Bomboké d'accord, Isabelle Caron d'accord, Dominique on a dit niet en réalité. Donner une éducation de carnivore aux enfants, vous pensez que le résultat sera d'accord, quoi? d'accord. On laisse également les téléspectateurs de quelques endroits où ils sont nous donner leurs avis et commentaires. Allez vous abonner sur la page Equinox Télévision. Et là encore, vous êtes très nombreux justement à réagir là-bas. Ou laissez-nous en commentaire au bas de l'écran. On vous lira fièrement. Tout de suite la collègue que nous aussi Charlamel, comme chaque matin. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-reconnaissance de la toute première promotion des urbanistes de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé par l'ONUC, l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. L'ONUC est-il un cercle fermé dans un pays où en termes de planification et d'aménagement durable du territoire, il y a encore beaucoup à faire? Comment comprendre que depuis la sortie de la toute première promotion des urbanistes à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé en 2018, aucun des étudiants, mieux des lauréats, n'arrive à intégrer l'Ordre national des urbanistes du Cameroun? Pourtant, dans cette première promotion, il n'y a eu que des majors et des braves Camerounais qui ont donné du leur pour atteindre véritablement ce sommet. Comment comprendre qu'outre le chômage qui leur a ouvert les portes, les lauréats de la toute première promotion souffrent de ne pas être acceptés à l'ordre, pourtant formés par une école nationale, l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé? Que devrait-on conclure? Que l'ordre rejette le type de formation dispensée au Cameroun? Que l'ordre rejette la qualité ou le professionnalisme des enseignants de l'École nationale supérieure des travaux publics? Que les étudiants de cette promotion sont nuls? Ou alors que les diplômes ne sont pas reconnus à l'échelle internationale? Mieux encore, que les formations d'urbanistes à l'étranger aient plus de crédit que ceux du Cameroun? Autant de questions. Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que le Cameroun a plus que jamais besoin de ces urbanistes devant intervenir dans divers secteurs, notamment le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation du sol, élaboration de programmes d'aménagement de lotissement, voies de circulation, revalorisation d'un quartier, préparation d'une étude sur le tracé du TGV. Et Dieu seul sait combien de fois on nous a menti sur les tramways, on nous a menti sur les TGV. On devait avoir besoin des urbanistes. La question des villes nouvelles, parce que Douala étouffe, est une question des urbanistes. Est-ce normal que dans ce pays, ils ne soient pas considérés comme tels
Pourtant, l'École nationale supérieure des travaux publics est une école sous tutelle du MINESUP, d'une part, et du ministère des Travaux publics, d'autre part. N'y a-t-il pas lieu d'y voir une sorte de jalousie entre les urbanistes et architectes? Question. Partant du principe que l'urbaniste agit avant l'architecte ou l'ingénieur, qu'il s'agisse de réhabiliter, développer ou protéger un lieu ou un espace, l'urbaniste programme et prépare. Il collecte et interprète les données économiques, démographiques, foncières, sociologiques, physiques et spatiales. Il participe au processus de décision et aux discussions des politiques d'aménagement alors que l'architecte construit. Comment comprendre que depuis 5 ans, où certains sont sortis de l'école annexe de Boya et n'ont pas eu de diplôme, chaque fois qu'ils en ont besoin, ils sont obligés d'aller dans cette zone en guerre, retirer une attestation de réussite d'une validité de moins de 6 mois, autant pour moi. Pourtant, on le sait, l'urbanisme est la pierre angulaire des villes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Peut-on être dans un pays comme le Cameroun, former des urbanistes et ne pas les intégrer en même temps et surtout leur donner la possibilité de faire montre de leur savoir-faire? Alors, une question se pose. Ont-ils été bien formés ou pas au regard des nombreuses formations qu'on a à la fois au Cameroun et à l'étranger? Comment peut-on comprendre en même temps que le Cameroun, notamment à travers l'École nationale des travaux publics, acceptent, choisissent de former la première vague des urbanistes camerounais et sont leur donner du travail? Et on le dit chaque jour, bon Bengan, tout est à faire dans ce pays, tout est à refaire. On a formé, on est incapable d'exploiter. On a formé, on laisse à la merci justement du temps, de la nature, du prédateur, va-t-on dire. Le prédateur, c'est celui qui vient de l'autre côté, hein, qui vous dira, ben, je sens qu'il y a du jus là-bas, je récupère et puis je vais exploiter. Non, cela me renvoie à 2 choses. La première, c'est notre compatriote à la place parisienne, c'est un journaliste, Paul Martedga. Il a sorti un livre, je pense que c'était en 90, Enseignement supérieur en Afrique noire, la catastrophe, une interrogation. Mais dans son déroulé, il a parlé effectivement de catastrophe. La deuxième, c'est le contenu même de l'enseignement. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit ici. Les urbanistes camerounais estiment que le contenu des enseignements dispensés là-bas ne correspond pas à la nomenclature ou à l'orthodoxie des enseignements. À l'école des travaux publics? L'école supérieure des travaux publics, oui. Nous avons eu 2 cas comme ça par le passé. L'ordre des médecins du Cameroun, je pense que c'est le président qui est encore là, docteur Sanjong, il s'était insurgé contre la manière avec laquelle les médecins étaient formés dans des facultés, dans des IPES, les instituts de formation privée. Il s'est indigné et on a réaménagé. Deuxième cas qui me vient à l'esprit, c'est que l'Ordre national des ingénieurs, je pense, du génie civil, avait également rejeté je pense, 1 ou 2 promotions comme ça, en refusant de les inscrire dans leur ordre. Parce que le contenu des enseignements ne correspondait pas à leur nomenclature, à leur déontologie. Le problème fondamental, c'est donc l'inadéquation formation-emploi. Non, c'est la politique de la formation. Quand j'ai commencé par l'enseignement supérieur en Afrique noire, qui était une catastrophe selon Paul Tedga. D'accord. Donc, et la catastrophe se vérifie donc. Ça veut dire que le contenu des enseignements, pour être urbanistes, ils ont une nomenclature de formation. Tant nombre d'UV, il faut faire ceci, il faut... Et surtout, c'est des, comment je vais dire ça, des métiers techniques. C'est nous, dans les sciences africaines, on parle des sciences exactes et des sciences molles. Là, il s'agit des sciences exactes. Il y va de la médecine comme de la construction, des architectures, un certain nombre de choses, des maisons, un certain nombre de choses, des ouvrages. Donc ça, c'est des sciences exactes. Si le constat est clair aujourd'hui, bon Bengan, qu'il y a un réel problème au niveau de la formation, ou la qualité de la formation au niveau du supérieur pour ces urbanistes camerounais,
Mais il y en a eu qui ont eu la chance d'aller se faire former ailleurs, de revenir pratiquer au Cameroun. Je voudrais parler ici, prendre un exemple connu de tous, c'est l'ancien délégué Gilbert Ntimi-Yevuna, connu de tout le monde, de la formation qu'il a eue en tant qu'urbaniste. On voit ce qu'il a fait, on voit ce qu'il a fait pendant tout son parcours. Mais qu'est-ce qui empêcherait que des gens comme Gilbert Ntimi-Yevuna aujourd'hui se rabattent dans l'enseignement pour restituer ce qu'il connaît à ces cadets-là, bon Bengan? Je vous répondrai disant que nous avons plein de médecins qui ont été formés comme ça. Quand ils arrivent ici, vous les mettez à quel niveau d'offre de formation? Ce n'est pas eux qui vont acheter, vont fournir les trucs en matériel et tout. Ils ont le savoir. Ils savent que voilà comment ça se fait. Le professeur Bahebek, par exemple, il dénonce un certain nombre de choses dans la pratique, dans leur formation. Donc, vous venez, ils ont appris. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas où vous allez faire des expérimentations, des trucs, c'est des essais. Là, c'est la science exacte. Et quand vous êtes seulement dans le livre, comment un urbaniste, un architecte, un médecin va exercer s'il n'est que dans les livres, alors que tu as appris les sciences exactes? Quand on va te parler de l'hypothalamus, parce que vous aimez trop parler ici les problèmes de cœur, de j'aime tel, j'aime. Vous ne savez pas que dans aimer là, dans l'amour, dans les relations sexuelles, ça commence par l'hypothalamus. Il faut bien qu'ils sachent ce que c'est. Très bien. Donc l'un des urbanistes, Douala est dans l'eau. Comment on fait pour eux? Les Timevuna, donc les Yimgamoyo, tout ce que vous savez et tout. Ils ont cette connaissance, mais comment vont-ils transmettre cette connaissance si on ne les met pas dans les dispositions où ils doivent enseigner en disant que bon, gars, allons là-bas à Essenge. Voilà Essenge, est-ce qu'on peut construire ici? Et leur donner d'imagination, par exemple, que là où on a construit le port, l'ONCPB, l'Office national de port du Cameroun, j'ai toujours les anciennes dates, le port autonome, parce que nous on appelait l'Office national de port, le Conseil national des chargeurs, le Vouri était partout. Comment on a procédé pour rembrer le Vouri et procéder à des constructions? Parfait. Donc voilà, il faut dans cette expérimentation-là qu'ils n'arrivent pas à donner. Et c'est bien dommage qu'ils n'arrivent pas à donner, on va dire, le meilleur de ce qu'ils ont. Mais j'ai quand même une interrogation profonde là-dessus. On a au Cameroun un ministère de l'Habitat, Isabelle Carole Zoupet. On a un ministère de l'Habitat qui est supposé travailler en développement urbain. Merci beaucoup, mon Bengan. Habitat et développement urbain. On est supposé travailler en coaction avec les mairies d'arrondissement et même des villes en réalité. Et le besoin d'avoir en son sein des urbanistes est urgent. Je crois que j'ai quelques noms quand même, je ne vais peut-être pas les citer ici, qui sont sortis de cette première vague d'urbanistes camerounais. Ils ont d'ailleurs eu toute une cérémonie. Bien capé, hein? Bien capé. Toute une cérémonie au Hilton Hotel, je m'en souviens très bien sans publicité. Et bien là, comment est-ce qu'on peut avoir ces ressources humaines entre les mains au niveau de l'État du Cameroun, Isabelle Carozebel, et être incapable de leur donner la capacité justement d'exercer? Et qu'on se plaigne de la qualité de la formation. Qu'est-ce que vous comprenez à ça? À qui profite une telle situation aussi? On est tenté de se poser ce genre de questions, parce que quand on regarde une simple ville comme Douala, on a besoin, le mal est profond et le besoin il est perceptible pour pouvoir sortir d'un tel environnement dans lequel aujourd'hui on se retrouve en ce qui concerne les questions d'habitat et de développement urbain. On a effectivement besoin de cela. On a besoin de ces personnes qui vont vous dire comment mieux implanter le plan de la ville pour éviter qu'il y ait ces inondations, pour éviter qu'il y ait des catastrophes, pour éviter justement qu'on se retrouve englué à des endroits au point d'étouffer même à la limite. On a besoin de ces personnes. Raison pour laquelle, pourquoi des personnes qualifiées on n'arrive pas à avoir? Des personnes qui reçoivent une formation digne de ce nom. Mais où est-ce qu'ils reçoivent ces formations? Pourquoi ça fait problème à ce niveau? Pourquoi ils n'arrivent pas à être formés comme il se doit? Le problème que pose l'ordre ici, c'est que oui, ils ont été formés, mais pendant leur formation, ils n'ont pas été soumis à la pratique. Je peux me tromper, sur la même battue. Mais ça veut dire qu'ils ont reçu une formation incomplète, sur la même. Je que la formation n'est pas de qualité. Parce que c'est une question qu'on se pose parce que jusqu'à aujourd'hui, l'ONU ne s'est jamais prononcé sur la question. Attendez, de la même façon que lors des génies civils, on a dit vous attendez, on n'a pas recruté ces gars. Or, ils ont besoin de ça pour officier. Pendant ce temps,
Nous avons ceux qui ont les concours qui sont organisés au Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, qui sont parrainés même parfois par le Cameroun, à travers le ministère de l'Habitat, où les gars vont se former au Burkina Faso, vont se former en Afrique de l'Ouest, ils reviennent, ils sont compétitifs sur le marché, d'autres vont au Mali, ils deviennent compétitifs sur le marché et sont recrutés. Ceux qui sont formés ici et à qui on donne tout en termes de savoir, compétences et pratiques, en toute de la formation. Le mal est profond, Isabelle Carrozopet. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de la formation, ça veut donc dire qu'il y a problème. La formation n'est pas celle requise. La formation semble ne pas être complète. La formation semble ne pas être ce qu'il faut. Sinon, pourquoi il faut, à la fin de formation, n'arrive pas à être recruté pour être directement sur le marché de l'emploi, pour faire valoir tout ce qu'ils ont pu recevoir comme expérience. Quand j'entends parler, je m'imaginais la place d'un papa qui a pris qui a tout misé. Qui a misé. Parce que je suis sûr que la formation là n'est pas à 100 000 francs, à 200 000. J'imagine. Ça approxime le million. J'imagine qu'il y a des familles qui aient posé tous leurs espoirs sur ce garçon, sur ce monsieur, sur cette jeune dame, et qui était supposée être considérée comme étant la première promotion des urbanistes du Cameroun. Eh bien, c'est une colère quand même forte, Isabelle Carrozopet. Donc, l'État choisit de former sans exploiter. Ça peut s'assimiler quand même. Choisir de mal former d'après l'ordre. De mal former. Sans exploiter. Ça peut s'apparenter de l'arnaque un peu. Autant mieux laisser les gens là où ils sont. Vraiment, chacun va faire son petit commerce dans un coin de la rue. Parce que oui, mal les former, vraiment, c'est leur demander de mettre la corde au cou. Parce qu'ils ont payé pour ça. C'est pas une formation qui se fait gratuitement. Non. Voilà, ça ne se fait pas gratuitement. Vous avez pris sur vous de pouvoir payer pour recevoir une formation. Ben, le minimum qu'on peut plus vous offrir, c'est cette formation. Ils ne demandent pas plus. Si le Cameroun refuse de les employer, ailleurs, il pourrait être employé. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de la qualité de la formation reçue, qui n'est pas admissible, qui n'est pas acceptable. Reçue, ça veut dire qu'on a de mauvais enseignants. C'est ça? C'est un mauvais contexte. Ils n'ont pas un champ, parce qu'ils ont dit, c'est ça la maladie, ils n'ont pas un champ d'expérimentation de ce qu'ils ont appris théoriquement. Parce que ça, c'est des formations qui allient théorie et pratique. Sur le plan pratique, ils ne sont pas vendables. C'est ça le dire que la formation est incomplète. Voilà. Justement. Et ça fait justement partie des grands problèmes que connaît le Cameroun aujourd'hui. On va dire inadéquation, Dominique Audrey, formation, pratique et emploi. Au final, on ne peut pas être employé parce qu'on est mal formé. On n'a pas été dans une pratique réelle. Au final, pourquoi former donc? Au point d'en faire une première promotion. Encore ce Paul Biya, je me permets de dire. Juste pour former et prendre ce que ça peut rapporter comme argent, tout simplement. Pour ceux qui voyagent, quand vous allez dans d'autres pays, vous entrez dans certaines villes, il y a un genre d'habitation, il y a des formes de maisons, il y a un tracé. Ça, c'est le travail des personnes chargées de l'urbanisme. On apprécie les barrières, la hauteur des barrières, les formes des toitures, les formes des quartiers. C'est parce qu'il y a des gens en amont qui ont pensé à un plan précis de ces villes-là, de ces quartiers, dans ces pays. Et ensuite, il y a des architectes, comme a mentionné Charamel, qui viennent bâtir cela. Donc, les urbanistes, ce sont les têtes pensantes. Si on veut avoir un petit Paris à Yaoundé, si on veut avoir Dubaï au Cameroun, c'est qu'il faut des urbanistes qui vont penser à où et comment implanter tous ces gratte-ciel-là, à quel endroit précisément, du point de vue écologique. Est-ce que l'environnement ici nous permet d'avoir de l'eau, des piscines? Est-ce que l'environnement ici nous permet d'avoir des toboggans, des fêtes et tout ça, des foires et tout? Il y a eu comment dire, une question que Isabelle Carole a posée. À qui cela profite justement? On n'a pas le sentiment qu'on préfère ne pas vous former réellement, parce que si on vous forme réellement, vous deviendrez un problème pour ceux qui très souvent, permettez, aiment bien penser les caisses de l'État sur les questions quand même de développement. Dans quelle mesure vous allez les gêner? Oui, vous pourrez les gêner. On peut bien vous former. Vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez le terrain, vous savez exactement où se posent les problèmes. Vous ne pourrez rien faire. Vous avez la solution, mais vous ne pouvez rien faire parce que... Il y a beaucoup de gens qui sont bien formés, qui ont toutes les qualifications, qui ont toutes les aptitudes, mais ils ne font rien parce qu'on ne demande jamais après eux. On ne demandera jamais après eux.
Donc malheureusement, qu'ils soient bien formés ou mal formés, on ne donne juste pas la place prépondérante de ces urbanistes-là. Si on veut avoir un pays qui respire, regardez, dans quelques temps, on va accueillir une compétition internationale. Pensez-vous que si on avait travaillé des années ultérieures avec ces urbanistes-là, est-ce qu'on aurait des problèmes d'embouteillage? Vous pensez qu'ils n'auraient pas pu trouver des voies et moyens de par les quartiers qui étaient déjà tracés, trouver des routes secondaires? Est-ce que vous ne pensez pas que l'aménagement du territoire dans l'ensemble aurait pu être pensé? Puisque à tel endroit, on se rend compte que le sol est beaucoup trop aride. Quel est le bénéfice qu'on peut tirer de cette zone-là, de cette localité? On met des urbanistes au travail, ils trouvent comment on peut capitaliser avec les forces et les faiblesses du pays. Très bien. C'est ça leur travail. Ils pensent tout. Ils sont la base de tout. Si on veut construire un terrain de football, ils savent quel est l'endroit indiqué pour le faire. Si on veut déplacer des populations qui sont aux abords de l'aéroport, ils savent à quel endroit on peut les délocaliser. Si on veut un champ de tir, ils savent où est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Ça veut dire aujourd'hui, pour sortir justement de ce sujet sur la MEN, ils ont été formés pour rien. Non, monsieur Michel Ngatou, je pense qu'il y a une jalousie qui existerait entre les architectes et les urbanistes. Ah oui. Mais pourtant, Dominique a très bien dit, J'ai dit les architectes ont besoin des urbanistes en fait. Oui, c'est l'urbaniste qui passe avant. Mais sauf que dans le contexte du Cameroun, nos architectes font le travail des urbanistes. Dans le contexte du Cameroun, nos architectes se retrouvent à faire le travail des urbanistes. Les écrasants, parce Oui, les écrasants, c'est un peu comme ce qui est dans nos palais entre les greffiers, les magistrats et tout et consorts, monsieur Michel Ngatou. Ouais. Cette grosse querelle qui existe. On ne peut rien faire sans un urbaniste, monsieur Michel Ngatou. L'urbaniste va travailler avec les paysagistes, va travailler leur rôle. Les paysagistes, c'est des gars qui arrivent, vont vous dire, merde, comment il doit là? Il va vous penser des paysages, vous ressortir des décorations. C'est le rôle des paysagistes. Vous ne pouvez pas. Toutes les mairies de ville devaient avoir des urbanistes, des architectes, des paysagistes et tout ça devrait être contenu. Monsieur Michel Ngatou. Mais alors, j'attends que le président de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun se lève pour dire d'accord, nous ne voulons pas prendre ces enfants parce que ces enfants sont mal formés. Ils ont de mauvais encadreurs. Parce que le terrain pratique, mais qu'ils le disent. Tout à fait. Comme que les parents empêchent. Comme l'a dit le président de l'Ordre des médecins. En disant voilà. que tel pour avoir... Que les parents ne dépensent plus de l'argent pour envoyer les enfants dans cette école. Mais je tiens à préciser quand même que c'est sous le parrainage de deux structures. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Travaux publics. Alors on veut dire que l'école nationale supérieure des travaux publics forme mal. Je veux bien savoir. Je veux bien comprendre. Est-ce que les modules n'ont pas été validés par le ministère de l'Enseignement supérieur? Est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur avait été atteint de myopie? Il n'a pas lu les programmes proposés en termes de cours dans ces différentes facultés, M. Michel Ngatou? Non, j'estime qu'à un moment donné, entre guillemets, mettons un peu de la mauvaise foi. Chaque année, on organise des concours qui prennent beaucoup d'argent aux enfants pour qu'ils aillent se former en Afrique de l'Ouest et qu'ils reviennent au Cameroun. Parfois, d'autres ne reviennent pas. Les majors sont recrutés. Les majors sont recrutés. Automatiquement. Lorsque vous allez, oui, je vous dis, beaucoup ont été recrutés au Ghana, beaucoup ont été recrutés au Rwanda, beaucoup ont été recrutés au Togo. Non, je vous donne le pays où ces Camerounais, quand on dit, monsieur, on a besoin de vous. Lorsque vous entrez au Ghana, comme on parlait de la décoration, on vous ressort, monsieur Michel Ngatou, les différentes architectures, les constructions, les CDD, Ashanti, vous avez tout le groupe. Quand vous vous retrouvez, plus vous entrez dans la ville. Mais c'est d'une beauté, c'est ce dont on a besoin. Le maire de la ville gagnerait à avoir auprès de lui ces personnes, ces urbanistes, ces architectes, ces paysagistes qui vont faire de voilà la ville de lumière. Mais sauf que ce n'est pas le cas dans le contexte. Il faudrait aujourd'hui, voilà une première promotion. Si l'ordre, comment fonctionne le Cameroun, l'ordre ne les reconnaît pas, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas créer des cabinets. Ils vont travailler, M. Michel Ngatou, en sous-marin dans les cabinets des architectes qui vont les payer à monnaie de singe. Merci beaucoup, Charles Bachou. Eh bien, ils sont nombreux, les Camerounais architectes qui se retrouvent dans la situation, la colère exprimée par Charles Je commence par les architectes en même temps. Ils sont très nombreux qui se reconnaissent dans la colère qu'exprime Charles Bachou. Ils sont également nombreux, ces jeunes qui viennent de sortir de l'école. Leur sort, finalement, est entre les mains de qui?